Un peu surpris, très honnêtement, j'avais fait un CFP un peu par hasard, en me disant, allez, sur un malentendu, ça va marcher. Et on m'a pris, donc je suis très content, je ne m'attendais pas à voir tout ce monde-là dans la salle, donc grosse pression. Vous êtes tous geeks, à peu près, oui? Ah, pas tous. Il y a des concurrents, alors. Non. Je m'appelle Luc Le Gardeur, je suis le patron de Xebia, une boîte de conseil comme beaucoup ici. Et le sujet de ma presse, c'est manager des geeks, puisque c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années maintenant. Je veux surtout pas être donneur de leçons. Je veux juste partager de manière complètement transparente et honnête ce à travers quoi je suis passé pendant 10 ans. Parce que ça n'a pas été facile. Je viens du monde du software. J'ai été commercial pendant une bonne partie de ma vie. Et le monde du soft, c'est un monde un peu particulier. C'est closing de fiscal, chiffre d'affaires, rentabilité, grosse pression. La pression n'a égal que l'incertitude du lendemain. Et donc, quand j'ai monté Xebia, j'étais dans un écosystème complètement différent, puisque pour une fois, j'allais pas vendre des boîtes, mais j'allais vendre des êtres humains qui allaient passer des mois en mission. Donc, vous imaginez que la sociologie des gens avec qui j'allais travailler était complètement différente. Geek, j'ai cherché un peu ce que ça voulait dire. Alors, il y a tout un tas de littérature sur la terminologie geek. En 2015, le terme geek est plutôt un terme plutôt bienveillant. Donc un geek, c'est quelqu'un de passionné, féru de technologie, quelle qu'elle soit. Donc n'y voyez surtout pas une quelconque blague de ma part. J'appellerais ça plutôt des consultants dans ma presse, parce que c'est un peu ce qu'on fait. Donc j'ai appris beaucoup de choses à mes dépens. Quand j'ai commencé Xebia, j'étais plutôt le mec de gauche, là. Vous voyez ? Voilà. Bon, Jacques Duchemin, il est chez boîteaviande.com. Je vous avoue que j'étais comme ça. J'étais un beau monsieur endimanché, en costard cravate, et j'essayais d'embaucher des gens à mon image. Donc j'embauchais des gens, j'exigeais d'eux, qui soient en costume cravate. Et je me rappelle même avoir failli refuser un consultant parce qu'il portait une boucle d'oreille. Pourtant, le mec était super bien sapé. Pour info, ce consultant-là, il s'appelle Christophe Bess. Il est patron des opérations de Xebia. Maintenant, il a une barbe à la Wozniak avec une queue de cheval. Il est en jean basket toute la journée. Donc, comme quoi, ça a bien changé. De toute manière, on a été obligés, nous, de se synchroniser sur ces codes comportementaux sociétaux qui sont complètement différents. Et ce qu'on a appris, c'est que, premièrement, vous, les geeks, moi j'ai 48 ans, donc je suis un petit peu plus âgé qu'un certain nombre d'entre vous. Vous êtes ce qu'on appelle la génération Y, vous en avez beaucoup entendu parler. Et si on regarde ce qu'est la génération Y, elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que c'est une génération qui n'a plus d'allégeance à l'entreprise. On ne rentre plus dans une boîte à vie, comme moi j'ai pu le faire. Ce sont des gens dont les parents ont connu le chômage de masse, donc ils sont de passage dans l'entreprise, il faut l'intégrer. Il ne faut pas prendre ombrage d'une démission, parce que ça se passe comme ça. C'est des gens qui ont besoin d'un équilibre vie pro, vie perso important. Donc, il faut leur laisser la liberté d'avoir des horaires qui ressemblent à n'importe quoi. Mais bon, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils travaillent comme des bêtes toute la nuit ou tous les week-ends dans la société, parce que c'est pas normal de toute manière. Ce sont des gens qui ont besoin de croire en quelque chose. Donc lorsqu'on a créé, nous, notre boîte, et c'est un des premiers conseils que j'ai à donner en termes de management, c'est de définir une mission dans une boîte. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des Golden Circles de Simon Sinek. En fait, c'est une conf TED, il faut aller voir ça sur le net, c'est très intéressant. Il dit une chose importante, il dit, aujourd'hui, on n'achète pas une entreprise pour ce qu'elle fait, mais le pourquoi elle le fait. Donc on va acheter des produits Apple parce qu'ils cherchent la simplicité d'usage. Typiquement, cette boîte a une mission, c'est la simplicité d'usage. La nôtre, je ne veux pas faire de promo, la nôtre, depuis le premier jour, c'est de faire du soft de haute qualité. Donc mon job à moi, en tant que patron de la boîte, c'est de communiquer en interne comme en externe, de manière permanente, sur le fait qu'on est là pour faire du logiciel de haute qualité. C'est ce qui nous fait nous lever tous les matins. Donc manager des geeks, c'est s'assurer que ces personnes-là acceptent ce contrat, ce pacte social, cette mission, ils se l'approprient, et la croissance aidant, on peut avoir une distorsion de cette mission, on peut avoir une perte de cette mission.
Donc mon job à moi et au manager de la boîte, c'est de renforcer en permanence cette mission de boîte. Je vais boire un coup parce que j'ai super soif. Pardon. La deuxième chose qu'on a décidé de faire pour attirer et faire que les geeks soient bien chez nous, c'est qu'on a cassé complètement les codes de l'organisation de la boîte. Il y a beaucoup de boîtes qui ont des business units, banque, assurance, telco, médias, etc. Nous, on a décidé de faire complètement différemment. On a demandé aux geeks d'organiser la boîte telle qu'eux la souhaitaient. Et on en est arrivé à un résultat, c'est d'avoir des fondations. Vous avez entendu parler de tribus, de fondations, de feature team. Hein, c'est un peu ce concept-là. En fait, on est organisé en passion technologique. Donc, on a une fondation data, on a une fondation cloud, mobile, back, front, etc. Donc, les gens sont regroupés là-dedans. Et ils sont en charge de l'intégralité de la société et de son fonctionnement par ces fondations-là. Donc, en fait, on n'a pas de rôle de responsabilité, on n'a pas de titre. On a proscrit nos titres. Hein. Moi, sur mon mail, c'est pas écrit président. D'ailleurs, il n'y a aucun titre chez Xebia. On signe pas nos mails. On n'a pas de titre sur nos cartes de visite. Bien entendu, quand il s'agit d'aller voir un client, je me présente en tant que président parce que le mec, c'est vachement important de voir un mec en galon. Mais quelque part, ce qui est vraiment important, c'est de casser ces barrières, de casser cette hiérarchie, d'avoir un organigramme super plat et d'organiser la société en fonction de centres d'intérêt plutôt qu'en hiérarchie. Et d'ailleurs, à ce titre, on le verra plus tard, les commerciaux ne sont absolument pas responsables hiérarchiquement des consultants. C'est quelque chose qu'on a complètement proscrit. Moi, je m'astreins, la société grossissant, et j'astreins aussi les managers à le faire. On s'astreint à avoir un contact permanent avec les Xébians qui travaillent chez nous. Donc, dans mon agenda, j'ai 2 déj, le mardi et le jeudi. C'est des déj en one-to-one, les gens s'inscrivent et ils vont passer 1 heure avec moi. On a déjeuné encore cette semaine ensemble. C'est très important parce que ça permet de ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire et de comprendre comment la boîte marche, quelle est son ambiance, quel est son pacte social, quelles sont les distorsions qu'on peut faire par rapport aux valeurs qu'on a édictées, la perte de la mission, etc. Donc si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui manage des geeks, c'est de garder un lien étroit et de surtout ne pas s'éloigner, de s'enfermer dans la compta, les chiffres, etc. C'est extrêmement important. Et moi, je m'y astreins personnellement 2 fois par semaine, ce qui est déjà compliqué dans un agenda de patron de boîte. Hein. Pas de sujet tabou. Donc tout doit être dit. Quand je commence mes déj, t'as le droit de me dire que je suis un idiot. Voilà, tout simplement. La porte de mon bureau est ouverte 90% du temps. Et elle est accessible à tout le monde, à tout salarié qui aura quelque chose à dire sur le non-respect de nos valeurs. Et de manière complètement cash s'il le faut, je suis prêt à tout entendre. On est prêt à tout entendre parce qu'on ne remplirait pas notre mission si on n'était pas conforme à nos valeurs. Donc on a 4 valeurs, comme toute boîte a des valeurs. Hein. On a 4 valeurs édictées. Et si on n'est pas conforme à une de ces valeurs, dans une de nos décisions, le deal en interne, c'est de pouvoir en parler de manière très, très, très ouverte. Hein. Les structures managériales sont... en fait, les geeks sont managés par des geeks. Donc ça, c'est très important. Donc ils font le même métier. Ils comprennent les contraintes des geeks. Ils comprennent quel est leur quotidien. Ils comprennent quelles sont leurs aspirations, leur chemin de carrière, leur appétence, le temps qu'ils passent en mission, etc. Donc on organise le management en fonction de gens qui se ressemblent. Et ce qu'on fait aussi, j'ai quelques exemples dans la salle ici, une boîte a un rôle social de faire évoluer très rapidement ses salariés. Donc la promotion est extrêmement rapide chez nous. J'ai ma charmante directrice du marketing qui a 26 ans. Et en fait, on jette les gens dans le grand bain le plus rapidement possible pour qu'ils puissent s'approprier des responsabilités. Parce que vous êtes extrêmement exigeant, vous êtes volatile, vous êtes demandeur d'évolution, de challenge, de projets nouveaux. Et le rôle social d'une boîte, c'est de proposer en permanence, alors bien sûr pas à tout le monde, hein, une évolution, une innovation, une mouvance, quelque chose qui bouge, de la création, des nouvelles initiatives, etc. Donc ça, c'est primordial pour qu'une société perdure dans le temps et que les gens s'y sentent bien. Sinon, on fait comme Jacques Duchemin, là. On fait une boîte qui est pas forcément très glamour. Et encore une fois, comme vous êtes une population très volatile, notre job à nous, c'est de vous retenir le plus longtemps possible.
Néanmoins, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai des contraintes. J'ai un référentiel de vocabulaire, un référentiel de raisonnement qui est complètement différent du vôtre. Une société, c'est une société commerciale. Elle doit gagner de l'argent, elle doit être rentable, elle doit croître. Donc, c'est sûr que des choses comme la croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité, le TJM, le taux de vente des consultants en clientèle est un taux important. Le nombre de jours d'intercontrat, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui permet d'avoir un équilibre financier qui perdure, en sachant que dans une boîte de service, l'équilibre financier est quand même vachement petit. Les résultats d'une boîte de service, c'est entre 5 et 7%, quoi. Donc si on se plante, très vite, on passe dans le rouge. Ça, c'est mon référentiel. Le référentiel des geeks, c'est quelque part, ils en ont à juste titre rien à faire. Ce qui les intéresse, c'est les dernières technos à la mode, c'est la mission qui va bien, c'est du challenge, etc. Néanmoins, il faut réconcilier ces deux mondes. Donc la première des choses, c'est que nous, on fait comprendre par une communication extrêmement transparente le modèle économique de la boîte. Donc tous les trimestres, on fait une présentation des résultats qui est la plus exhaustive possible. Alors ça peut être un exercice un petit peu difficile à comprendre parce qu'on va carrément dans le compte d'exploitation et on explique ce que nous ont coûté les locaux, ce que nous a coûté la TVA, les provisions pour congés payés, etc. Mais il est important qu'ils le comprennent parce que il y a des droits, mais il y a des devoirs. Le devoir, c'est de comprendre qu'une entreprise doit gagner de l'argent. Donc il faut qu'eux fassent un pas vers nous pour comprendre ce modèle économique. Et nous, à contrario, et moi y compris, on doit faire un pas pour comprendre leur métier. Donc je vous avoue que je ne suis pas un expert, mais je sais ce que c'est qu'une architecture microservice, je sais ce que c'est que Docker, etc., etc. Et je prends des petits cours du soir avec mes CTO pour me faire expliquer ce que font les consultants. Et j'exige des commerciaux, autant que faire se peut de la part de commerciaux, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, j'exige de leur part qu'ils comprennent un peu plus que les 3 mots-clés sur un CV qu'ils vont envoyer chez un client. Donc c'est un exercice qui est difficile, qui est contraignant, mais ils passent des euros régulièrement pour comprendre le métier, quoi, pour comprendre ce qu'on fait, parce que le monde évolue très très rapidement. Donc on essaye de synchroniser nos référentiels de langage pour avoir quelque chose de commun. Et c'est un challenge de tous les jours. Ça, on m'entend au micro ? Jacques Duchemin, il est en train d'engueuler ces mecs qui arrivent en retard le matin, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Alors, il faut arriver à peu près à l'heure le matin. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se lever à 11h. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce qui est à gauche est moins important que ce qui est à droite. Donc, nous, notre job, notre mission, c'est de faire du soft de haute qualité. Donc, au lieu d'aller essayer de surprendre, de prendre les gens à défaut sur des bêtises, des choses qui sont pas importantes, on essaye de passer notre temps à essayer de surprendre les gens dans le fait qu'ils font bien leur travail. C'est-à-dire qu'on est plus content d'un soft qui est super bien développé, super bien conçu, performant, pérenne, évolutif, tout ce qu'on veut. On est plus content de ça, on est plus fier de ça, que d'avoir des gens qui se pointent à l'heure le matin. Alors, encore une fois, une entreprise telle que la nôtre, c'est une entreprise commerciale. Donc, quand un client paye un consultant à un certain prix, il se doit d'être à peu près à l'heure le matin, pas se pointer à 11h. Il doit être à peu près habillé correctement vis-à-vis du client. Donc, la règle chez nous, c'est de se synchroniser par rapport au client. Donc, on ne force pas les gens à se mettre en costume, on force les gens à s'habiller à peu près pareil que leurs clients. Et on essaie de s'attacher à ça. Donc, nous, on est content quand le client nous dit, voilà, on est content, on a du beau soft, ça marche, c'est en prod, c'est scalable. Et on essaye de ne pas passer trop de temps à faire du micromanagement, parce que ça sert à rien. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer, il y a des gens qui divergent un peu du pacte social, qui comprennent pas les contraintes d'une boîte, et donc ces gens-là, on leur explique, et si ça marche pas, on les sort, parce que dans votre écosystème, il y a quand même aussi des divas, il ne faut pas se le cacher, je suis un peu cash, mais c'est vrai. Donc on fait attention à ça, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est ce qui se passe là. Donc encore une fois, c'est le why de la boîte, c'est la mission, c'est-à-dire que comme on doit se focaliser sur ce pourquoi on se lève tous les matins, on s'intéresse au fait que les gens respectent ce pacte social. Et d'ailleurs, là par contre, on est super exigeant, et même dans les évals annuels des consultants, on va plus évaluer les gens sur
la qualité de ce qu'ils font, les contribs qu'ils font, leur interaction avec l'écosystème, etc., que le respect des horaires, typiquement. C'est pas trop ce qui nous intéresse, même si ça doit être respecté. Alors ça, c'est deux mondes qui s'adorent, hein. Les geeks et les commerciaux. C'est comme l'huile et l'eau, quoi. C'est immiscible. On ne peut pas les mélanger. Ils ne s'aiment pas. Et pourquoi? Parce que simplement, ils ont des objectifs qui sont complètement antagonistes. Un commercial, il est incentivé sur tout un tas de trucs qui ne vont pas forcément intéresser les geeks. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que les commerciaux ne sont pas incentivés sur leur chiffre d'affaires. Ça ne nous intéresse pas. Ils n'ont pas d'objectif de chiffre d'affaires. Ils ont un objectif déjà qui est collectivisé, ce qui est un peu particulier pour une boîte. Et ils sont concernés par le fait de remplir notre mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont au service des geeks. Donc ils doivent leur proposer plusieurs missions. Et ce sont les geeks qui choisissent avec leurs managers. Les managers ont le droit de veto quand les missions sont pourries. Parce que ça arrive, hein, les commerciaux sont assez tentés de... Surtout quand le TJM il est super élevé. Tiens, tu vas aller là-bas. Ils sont donc au service des geeks. Il y a ce droit de veto qui est extrêmement important. Depuis cette année, on a instauré un système au trimestre où ils sont notés par les CTO sur le respect de nos valeurs. Donc ils ont une partie de leur com qui sera payée sur le fait qu'ils respectent le pacte social vis-à-vis des gens qui vont envoyer en mission. Ici, lui, pour trouver une mission, il va passer 5 heures. Il va passer 3 coups de fil, il va faire 3 présentations. Lui, il va y passer 6 mois. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est certainement ça. Néanmoins, il faut aussi comprendre que une entreprise, c'est une entreprise commerciale. Donc, le geek qui arrive en disant « Moi, j'ai une mission au 3/5e en commerce équitable à 5 minutes de chez moi », on va lui dire « Bah non, c'est peut-être pas possible. C'est peut-être un peu compliqué. » Mais on essaye de garder ce curseur, cette balance, hein, toujours dans l'échange, dans le feedback, sur le fait que les commerciaux, ils sont au service. D'ailleurs, c'est pas leur patron. Hein, encore une fois, ce sont les geeks qui managent les geeks. Il n'y a aucune relation hiérarchique. Donc, on n'est pas dans un modèle où le commercial va voir son consultant tous les 3 à 6 mois pour savoir s'il va bien. Non. En général, d'ailleurs, dans les réunions commerciales, et les CTO et même des managers qui participent, il y a un grand Kanban. Et tout le monde va s'exprimer sur le sujet des missions, des technos, de la qualité, etc. Et c'est certainement pas le prix qui va primer. Enfin, le TJM, le machin, c'est certainement pas ça qui va guider nos décisions. Alors, il y a toujours des dérapages, hein, soyons clairs. Il y a des missions qui sont pas bien, il y a des commerciaux qui essayent toujours de faire le push sur tel client qui est stratégique pour la boîte, qui fait qu'on aimerait bien envoyer la personne. Ça arrive, hein. On essaie juste d'éviter que ça arrive trop souvent. Décidément, je m'assèche chez l'interrogatoire de police avec les flashs. Néanmoins, comme je vous disais, hein, il y a des divas, il faut faire attention aussi à ça. Le bureau, c'est vachement important. L'environnement de travail est vachement important. Au début, nous, on est boulevard Haussmann. Je tenais absolument à être dans un très beau quartier, très, très sympa et tout. Et je voulais avoir absolument des locaux somptueux. Et puis, au fur et à mesure des années, les locaux se sont dégradés en termes d'ordre, je veux dire. Parce que c'est un peu le bordel, c'est un peu comme ça maintenant. Donc, il y a des flippers, il y a des nerfs, ils se balancent des trucs à travers la figure, il y a des consoles de jeux. Au début, je voyais pas ça d'un bon œil, je me disais ça va perturber les gens, ça va les empêcher de bosser. Non, au contraire, on peut pas se concentrer une journée complète. Et il vaut mieux se détendre au bureau et puis s'amuser. Et en fait, c'est autorégulé, c'est-à-dire que on s'est aperçu que le flipper faisait trop de bruit. Donc, en gros, on joue entre midi et 2 et après 18h30 parce qu'il y a des gens qui codent à côté. Voilà, c'est important. L'environnement de travail, c'est aussi les moyens que met la société autour de l'ensemble des salariés pour qu'ils s'épanouissent. Donc chez nous, vous en avez peut-être entendu parler, on a un truc qui s'appelle le XKE, donc les sessions de partage de la connaissance. Donc nous, on enlève tous nos consultants une journée par mois pour les faire se regrouper. Et ils vont discuter techno, c'est un mini Devox, hein, ils sont 100, donc c'est beaucoup plus petit, mais on a des slots, ils choisissent, ils s'auto-organisent. Ça fait partie de l'environnement de travail. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui construit l'intelligence collective de la boîte.
Et de ces sessions de XKE ont découlé tout un tas d'innovations, d'idées. Depuis, on a créé 6 boîtes autour, avec des gens qui ont été exfiltrés pour être patrons ou être partie prenante de ces sociétés. Tout ça, ça vient du fait que les gens se retrouvent, les gens échangent, les gens sont challengés, les pairs, les gens se mentorent, explorent toutes les technos. Donc on a une espèce de richesse de connaissances qui alimente nos geeks, entre guillemets, qui fait qu'il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment de challenge extrêmement important. Donc ça aussi, ça fait partie de l'environnement de travail du bureau. J'entends par là qu'on a des regroupements physiques extrêmement fréquents, et on se force à avoir ça. Et ça coûte quand même une blinde à une boîte comme la nôtre, hein. Ça coûte 5% du chiffre d'affaires. Donc cette année, ça nous a coûté 800 000 €. Voilà. Donc c'est la moitié du résultat d'une société qui a investi dans l'environnement de travail d'une société de Xebia. La contrepartie est énorme. L'année dernière, on a aussi des gens, on a des fers à souder, des Raspberry Pi, des machins. L'année dernière, on avait fait les boîtiers de vote d'Evox ici. Donc il y a tout un tas de trucs qui émergent de ces journées de partage de la connaissance. Et je pense qu'il est extrêmement important pour une entreprise d'investir sur son capital humain. Une boîte, sa valeur, c'est pas... Bon, il y a des gens qui valorisent une société de manière comptable. C'est 6 fois le résultat d'exploitation plus les fonds propres. Je pense qu'une société, c'est en américain ce qu'on appelle le goodwill, c'est la valeur de sa marque. Et la valeur de sa marque, c'est la valeur des gens qu'il y a dedans. C'est son capital le plus important. Donc investir dans ce capital, ce n'est pas une perte d'argent, c'est un retour sur investissement qui est énorme. Et les résultats financiers ne sont qu'une conséquence de ces bonnes décisions qui ont été prises par ailleurs, qui font qu'on entretient en permanence cette intelligence collective, cette liberté de penser, cette innovation, ces initiatives. Et les gens sont, enfin j'espère en tout cas, les gens sont à peu près heureux. Parce qu'ils ont un moyen, ils ont des chemins pour s'épanouir. Et ils ne sont pas contingentés dans une mission dans laquelle ils vont rester 6 mois. Et ce qui intéresserait, ça serait juste le TJM et le revenu associé. Je ne suis pas en train de faire la promo de ma boîte. Hein. Vraiment, j'essaie de livrer de manière transparente ce qu'on fait. Je sais, ça fait un peu ça, mais c'est vrai. Un truc super important, c'est le marketing. Moi, je rêvais d'être comme Jacques Duchemin, là, d'avoir le logo de Xebia dans toute la presse, etc., d'avoir une présence marketing institutionnelle forte. Bon, déjà, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de monde qui essaie d'avoir son article. On se bat tous les jours pour essayer d'en avoir. On en a quelques-uns, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on réussit le mieux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement, comme tout le reste, on a délégué le marketing aux fondations, donc aux geeks. Donc, c'est eux qui s'auto-organisent pour faire parler de la boîte. Et donc, c'est un marketing qui est beaucoup plus viral qu'institutionnel. Mais ils sont très fiers de parler de ce qu'ils font. Donc, on a des meet-up toutes les semaines ou toutes les 2 semaines au bureau. On est à des confs, je crois qu'on était 14 à speaker cette année. Notre blog, on produit en permanence. On fait des publications qu'on essaye de donner à tout le monde. On est extrêmement... on ne censure pas notre expérience, on l'exprime à l'extérieur, et l'extérieur nous le rend bien. Ça nous permet de connaître des clients, ça nous permet de connaître des nouveaux candidats. Donc le marketing est complètement auto-organisé. Et en fait, c'est pas plus mal parce que seuls les geeks savent comment parler à des geeks et comment attirer leur attention et comment aller toucher la corde sensible. Si moi je m'amuse à faire du marketing tout seul, je serais complètement à côté de la plaque. Et d'ailleurs, toute la boîte est un peu comme ça. Hein. C'est-à-dire que chez nous, les gens prennent des sujets en mode projet et ils les mènent. C'est toujours un petit peu désordonné. Il y a très peu de réunions. Les gens s'interpellent dans les couloirs, parlent ensemble. C'est un peu déstructuré. Mais toute la boîte est un peu auto-organisée. En plus, moi, j'ai dû déménager à Aix-en-Provence quand on était 5. Maintenant, on est plus de 200 sur ces sociétés-là. Donc, il a fallu que je délègue très, très vite beaucoup de responsabilités à beaucoup de gens et à laisser cette boîte s'auto-organiser. Et comme elle s'auto-organise, les gens s'approprient des sujets et les mènent jusqu'au bout. Et ils s'épanouissent parce qu'ils ne font pas que leur job de mission. La fête, c'est super important aussi. On est une boîte de fêtards. On essaye d'éviter ça, quoi. Bon, on a une séance, quand on part tous les ans, on part en voyage ensemble. Bon, on a toujours une phase comme ça où on a 2 heures de présentation. On essaie que ce soit pas trop soporifique et on essaie surtout de parler de la mission, des valeurs
des grandes réalisations, des choses dont on est fier. Et on essaye de ne pas passer 3 jours à s'endormir au fond d'une salle. On est plutôt là. Donc, bon, on boit un petit peu trop à mon goût. Je suis le premier à le faire, mais non, on s'amuse bien. Ça crée des relations interpersonnelles entre les gens. Ça crée un attachement, un sentiment d'adhésion à la boîte. Il y a des idées qui se créent. Alors, il y a une très bonne idée, dernier Clubben où on était, c'était, ils se sont fait un challenge, j'emmenais un poney au bureau, un vrai poney, hein. Un animal. Et donc, ils ont même eu des sessions avec les coachs agiles, avec des A3 en problem solving pour savoir comment faire venir le poney Boulevard Haussmann. Et le jour où on a voulu prendre la photo de la boîte pour notre récompense Great Place to Work, quelle a été ma surprise de voir un van arriver avec un joli poney qu'ils avaient organisé pour la circonstance. Ça, c'est le genre de truc, c'est tout bête, mais ça a vachement marqué les esprits. Ça veut dire que les gens sont capables de faire n'importe quoi et que tout est possible. Donc il faut laisser cet esprit festif. Et il n'y a pas que les grandes victoires à fêter, il y a les petites victoires. Quand on gagne un super projet, quand on rentre en prod, etc., on fait péter une bouteille de champagne ou on prend des pizzas, des machins. C'est vachement important de fêter les petits. C'est un des préceptes de l'agilité, hein, c'est de fêter les petites victoires comme les grandes. Et ça, on se l'applique assez bien. Donc, manager des geeks, c'est aussi passer du temps avec eux. Alors moi, j'essaye d'être un peu d'être un peu quand même sur la réserve. Hein. J'essaye de ne pas être trop torché pour raconter des bêtises. Mais il faut quand même savoir se lâcher. Il faut un peu faire un bas les masques, un peu partager son intimité personnelle. De la même manière que je le fais avec les Dash One-to-One, je suis content de connaître un peu les gens personnellement, avec leur caractère, leur sensibilité, la manière dont ils font la fête, etc. C'est très important dans le management d'une boîte de geeks, à mon sens en tout cas. Le recrutement. Comme je vous disais tout à l'heure, la valeur d'une boîte, c'est son capital humain. Donc non seulement il faut le préserver, investir dedans, mais il faut le construire. Et on n'est pas, voilà, on fait pas ça du tout. Le premier CTO que j'ai embauché chez Xebia, Guillaume Baudet, que certains peut-être ont connu, c'est quelqu'un qui était complètement autodidacte, qui avait fait une école de commerce et puis Sciences Po, qui avait arrêté, qui avait vendu des encyclopédies. Le mec était un génie. Et en fait, on ne regarde pas les diplômes. On se fout des diplômes, c'est pas ce qui nous intéresse. Le process de recrutement, il n'y a pas de DRH qui fait le process de recrutement. Les RH chez nous, elles sont là juste pour identifier les profils. Après, ils rentrent dans un processus de recrutement qui est complètement propre à nous. Donc peut-être que certains d'entre vous ont passé le test de la tondeuse, connu chez Southworks. Donc en fait, on demande aux candidats d'écrire un algorithme de tondeuse. Ça peut être n'importe quel langage, on s'en fout. On leur donne ça une semaine avant, et puis une semaine après, ils passent en entretien avec 1 ou 2 personnes, et là, ils se font cuisiner. Là, ils se font cuisiner pendant 2 heures. C'est assez touchy, c'est assez exigeant comme process de recrutement. Pourquoi ? Parce que comme notre mission, c'est d'essayer d'être bon, eh ben, on a complètement délégué en cascade le fait que ce sont les collègues qui vont embaucher les futurs collègues et doivent être aussi au même niveau d'exigence que nous, on a été pour eux. Et donc, les gens sont contents d'aller chercher leurs futurs collègues. Il y a quand même 98% de déchets, hein. C'est vachement contraignant. Mais on est sûr que ces gens-là nous ressemblent. Donc le process de recrutement, il doit être complètement dénormalisé. Il ne doit pas être conventionnel comme on fait dans toutes les boîtes. Au contraire, encore une fois, ça doit être complètement délégué à des gens qui savent dont ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Et comme ça, on est sûr d'avoir des gens qui nous ressemblent. Et en gros, il n'y a pas trop d'erreurs de casting. En revanche, on est extrêmement exigeant sur le fait que les gens qu'on a embauchés, bien entendu, ils sont en adéquation avec nos exigences. Il y a beaucoup de droits chez nous, mais il y a beaucoup de devoirs. Et les devoirs sont liés au fait de bien faire le job, c'est-à-dire de faire du code de haute qualité. Là, on est extrêmement intransigeant là-dessus. Bon, ça, je vais passer, c'est juste un petit clin d'œil. C'est vrai que j'ai un peu de mal de temps en temps avec l'humour geek. Et je comprends pas tout. Je suis désolé, c'est peut-être mon grand âge. Mais j'ai lâché prise là-dessus parce qu'il y a des trucs qui font marrer, les geeks qui me font pas marrer. Là, les XKCD, j'ai découvert le site par hasard. Mais voilà, il faut les laisser déconner, il faut laisser faire venir un poney Boulevard Haussmann, il faut les laisser un peu se lâcher, ça fait partie du jeu. C'est pas très important en soi, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait une bonne ambiance et puis
Et puis voilà, c'est peut-être pas la même génération, c'est peut-être pas le... Voilà, mais en tout cas, c'est... Ça, c'est mon dernier... J'ai été vachement vite, non? Ah ouais, j'ai 40 minutes d'avance. Bon, c'est pas grave. Vous avez, vous, le pouvoir. C'est des boîtes comme Google, Amazon, Apple, mais plus proche de nous, Docker, etc. Ce sont des boîtes qui n'existaient pas il y a quelques années, qui sont devenues des multinationales. Parce que le monde a changé, parce que l'IT n'est plus un centre de coûts, c'est un avantage concurrentiel énorme. Il y a des business models qui se créent tous les jours. Ces business models, ils ont été initiés par des geeks. Et c'est vous qui avez le pouvoir. On est dans un marché complètement inversé où on se bat tous pour vous avoir. Hein. C'est vous qui avez le pouvoir et je pense que vous l'avez pour longtemps parce que les choses ne font que s'accélérer. Donc vous avez un super pouvoir, vous avez de la chance, profitez-en. Ne devenez pas pour autant des divas, parce que c'est aussi ça un peu la tendance. Hein. On en rencontre quelques-uns. Mais vous avez un savoir-faire, vous avez une multitude de compétences, une pluridisciplinalité des choses que vous faites qui est unique, qui est très recherchée. Profitez-en, vous avez le monde entre vos mains. Et je vous remercie. J'ai été super vite, hein, je suis désolé. Par contre, du coup, ça laisse du temps aux questions, si vous en avez. Même les plus cash. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé de retirer le costume ? La synchro vestimentaire. En fait, on a du mal à parler à quelqu'un quand on ne lui ressemble pas. Je me vois mal être proche de quelqu'un si je suis pas habillé comme lui. La synchro, l'empathie, elle se fait aussi au niveau de la tenue vestimentaire. Ça permet d'avoir un look plus jeune. Hein. Si j'étais en costard, cravate, machin, je serais vachement plus vieux que mon âge. Ça permet de se synchroniser. Bon, je porte pas un t-shirt métal avec le casque sur les oreilles, des baskets, un jean troué. C'est pas non plus le truc, mais voilà, je me synchronise beaucoup mieux avec l'Exébian depuis que je m'habille différemment. Bon, je sors le costard du placard quand je vais voir la Société Générale, hein, bien entendu, mais globalement, on est plutôt tous habillés comme ça, et ça a beaucoup brisé les barrières. Et vous avez eu un déclic ou c'est venu... Ah ouais, mais j'ai fait toutes les erreurs de management possibles et imaginables. J'imaginais bien que sortir d'une boîte de soft où on n'a aucune considération pour l'humain, une boîte de service où l'important c'est la considération de l'humain. Je suis passé par toutes les phases. Au début, un mec qui mettait pas un costard et une cravate au XKE, aux journées je l'engueulais. Et c'était une bêtise fondamentale. Et en fait, je me privais de tout un tas de gens qui avaient énormément de talent pour des codes qui sont juste d'un autre âge. C'est la communication, l'empathie, la compréhension, l'échange qui fait qu'on se synchronise plus facilement en étant habillé à peu près pareil. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un phénomène de clone qui vous rendrait finalement Ouais, c'est une... sensible au changement? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'on ne se ressemble pas tous trop, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une consanguinité, en fait? Non, mais c'est... Bon, ça arrive aussi, mais j'ai pas vu. Ouais, peut-être, ouais. On a une consanguinité sur notre niveau d'exigence. Par contre, on a démarré sur des technos Java classiques et maintenant on fait tellement de trucs que déjà la multitude de technos qu'on fait et la multitude de types de missions qu'on fait qu'on a un large éventail de personnes entre un coach agile senior qui fait des transfos agiles dans une boîte du CAC 40 et un mec qui fait du Docker. Il y a un monde entre les deux. Et on arrive à faire vivre ces gens ensemble et ils s'apportent mutuellement des choses. Mais c'est vrai que c'est toujours le danger d'avoir... D'ailleurs, les recrutements, c'est jamais une personne. Hein. Il y a toujours un duo de personnes pour décider de qui on va embaucher ou pas. Donc, il y a toujours des sensibilités différentes. Mais on a cette consanguinité d'exigence, j'entends par là d'amour du travail bien fait, de faire du soft, d'avoir du soft bien, d'appréhender les nouvelles technos, etc. Ça scale jusqu'à combien
Bonne question. Excellente question. On est confronté au problème tous les jours. Oui, alors la question, oui, c'est vrai, tout le monde l'entend pas. Ça scale jusqu'à quelle taille? C'est quelque chose. La croissance amène forcément un danger. C'est la dilution de la mission et la dilution des valeurs. Donc, il faut s'assurer à tous les étages. Il n'y a pas beaucoup d'étages chez nous. Il y en a que 2, hein, que tout le monde est porteur de cette mission, de ces valeurs, et de renforcer ça en permanence. Ça, c'est le premier point. Et de ne guider ses décisions que par ce pacte social-là. Tout le reste n'a aucune importance. Deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a spin-offé. Au lieu d'avoir une grosse SS2I généraliste, on a fait des boîtes qui sont spécialisées par passion. On a une boîte qui fait du cloud, on a une boîte qui fait de la user experience, et donc c'est du dev front. On a donc Xebia qui fait tout ce qui est open source, Java, cloud, etc. On a une boîte qui fait du .NET, mais déjà c'est des gens qui se parlent pas entre .NET et Java, c'est limite ils se tapent pas dessus. Mais donc on a spin-offé ça, ce qui fait que ça fait avec les mêmes recettes de cuisine, hein, partage de la connaissance, mission, valeur, mais elles vont éclore et grandir toutes seules. Elles doivent respecter ce pacte et du coup, on arrive à se préserver de la dilution de valeur. Et puis moi, je me contrefous de savoir si on est 120, 130, 150, 200. C'est pas ce qui m'intéresse. On est suffisamment gros pour que je sois content. Par contre, mon ambition, c'est pas de faire 1000 personnes. J'aurai peut-être 1000 personnes, mais ça sera peut-être 15 boîtes. Oui. Tout ça, c'est génial. Franchement, bravo. Merci. Ah, c'est une bonne question. Alors, je vais vous dire, je vais faire une réponse. Moi, j'avais la chance d'être un sombre et compétent dans le domaine que moi, j'avais jamais entendu parler de Java et de boîtes de services de ma vie. Donc, ce qui fait que je suis rentré dans un métier que je ne connaissais pas. Je savais pas combien on vendait un consultant, quelles étaient les contraintes économiques, ce que c'était que les technos, qu'il fallait être référencé dans des clients. Je savais rien. J'avais aucune inhibition. Donc j'ai débarqué vraiment à la fleur au fusil et j'ai fait mon truc tel que je le pensais. Et il y a quelques boîtes, hein, je pense qu'il y en a quand même beaucoup des boîtes comme ça, malgré tout. Et peut-être que les gens qui font pas ça, ce sont ce que j'appelle moi des professionnels du service. C'est des gens qui sont passés par des grosses SS2I qui répliquent ce modèle parce que c'est le seul qu'ils connaissent. Alors que déjà ils ont tort parce que finalement leurs performances financières sont bien moindres que les nôtres. Sauf que nous, on ne se focalise pas sur les résultats. Les résultats, c'est qu'une conséquence. Encore une fois, c'est vachement important, hein, de ne pas se focaliser là-dessus. Et on a un cercle vertueux qui fait qu'on surperforme les autres en termes de résultats financiers. Donc c'est vraiment un point critique. Et tous les professionnels du service, ils répliquent un domaine. Mais ces gens-là, toutes les grosses boîtes de service ont énormément de mal à recruter, ou ils gardent les gens encore moins longtemps que nous, parce qu'on les perd aussi. Hein. Parce que nous, on est plutôt notre problème, c'est que les gens, ils sont visibles sur le marché, ils sont connus, donc ils vont ailleurs, c'est normal, ils sont embauchés aux US, chez les clients, les éditeurs, etc. Mais globalement, les boîtes qui n'ont pas compris ça, elles vont avoir de plus en plus de mal. Elles vont recruter des gens moyens, des gens pas passionnés, des gens qu'on voit pas à des Vox, des gens qui sont anonymes dans la communauté. Important, 14%. C'est pas une super performance. On se pose la question tous les ans. Alors, on analyse, il n'y a jamais personne de Xebia qui est parti en disant je me barre chez un concurrent, vous êtes des cons. D'ailleurs, qui est parti dans une société de service, ils ont fait un DEP et après ils ont réatterri dans une boîte de service, mais très rarement, peut-être 1 ou 2 cas sur 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on a un turnover élevé? Parce que comme le marketing est auto-organisé, les Xebians sont des gens qui sont extrêmement visibles dans la communauté. Ils font des meet-up, ils parlent au jug, ils écrivent des trucs, des machins. Donc, et puis comme on censure pas leur nom parce que ça sert à rien, ils sont visibles. Et hop, ils se font choper comme les autres. On n'essaie pas de les protéger. C'est inévitable. Et en plus, comme ce sont des jeunes, ils sont dans une tranche de vie. Ils ont notre moyenne d'âge, je crois que c'est 29 ans ou 30 ans. Donc ils sont dans leur première boîte. Et il est normal de quitter sa boîte au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est inévitable. Donc on a un turnover qui est assez important, malgré tout. Il y avait... Ouais. Comment tu gères les carrières si les gens restent et quel est le projet de carrière que tu leur donnes des perspectives? Alors le projet de carrière, il est... En fait, on ne parle pas de carrière chez nous déjà, parce qu'il n'y en a pas.
enfin, je veux dire par là, il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas de plan DRH, machin. On navigue à vue complètement là-dessus. Il y a des gens qui sont devenus des managers parce que ça les intéressait. Il y a des gens qui partent dans les autres boîtes. Hein. Ça, c'est l'avantage du modèle de spin-offé. C'est que comme c'est la techno et la passion qui les drive, ils peuvent aller embrasser d'autres écosystèmes, tester d'autres choses dans des boîtes qui font partie de notre alliance, ce sont nos sœurs, et aller s'éclater sur le cloud, sur le front, etc. Par contre, on a réussi quelque chose mais c'est un phénomène nouveau on arrive aujourd'hui à avoir des développeurs qui ont des carrières opérationnelles longues. On arrive à aujourd'hui avoir des développeurs qui ont 15 ans d'exp. Il y a 10 ans, on parlait même pas de ça, parce qu'une direction achat d'un grand groupe, elle avait une grille de salaire en disant un dev ça vaut tant. Non, on arrive à vendre des développeurs, nous, extrêmement chers. Parce que justement, on s'est focalisé sur le fait d'avoir des super bons et qu'il faut payer ces gens-là, tout simplement. Donc il y a des carrières opérationnelles longues et il y a des gens qui sont très bien dans le dev, hein, et qui resteront jusqu'à... chez Xebia Hollande, il y a un mec qui a 55 ans qui est dev senior. Pas de problème. Ouais. Quel est le pourcentage de femmes, etc. Oh, alors au bureau, plein de nanas. RH, marketing, etc. Des consultantes, on essaye, hein, mais c'est quoi, 10%? Alors pourquoi c'est si peu différent finalement Parce que dans une école d'ingé, dans une promo d'école d'ingé, tu as 10% de nanas et 90% de mecs. Comment? J'ai pas entendu. Ouais. On n'en récupère pas plus que les autres. On a. Ah, mais on aimerait bien avoir plus de geekettes. Hein. On a 2 ou 3 Xebianes qui font partie des duchesses. Il y en a peut-être qui sont dans cette salle. On a réussi à en attirer, mais on n'arrive pas plus que les autres. Parce que simplement le marché n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a moins de femmes geekettes aujourd'hui qu'il y a d'hommes. Et on n'arrive pas plus à les attirer que les autres. Ouais, j'aimerais bien pour tout un tas de bonnes raisons. Déjà, à partir d'une certaine taille de boîte, il y a quand même des obligations sociales à promouvoir l'égalité homme-femme, les contrats de génération pour que des gens seniors soient embauchés. Ça fait partie aussi du rôle social de l'entreprise, hein, que de promouvoir la diversité à la fois de sexe, de religion, de couleur de peau, etc. Tout ça, on le fait. En fait, on fait pas de discrimination positive parce que ça sert à rien. On va pas dire on va embaucher une femme parce que c'est une femme. Non, elle passe au travers des fourches codines de notre process de recrutement qui est le même. Par contre, si la nana est bonne, on la prendra, mais on va pas faire un truc spécial pour avoir plus de femmes. Ouais, je sens qu'il y a... D'autres questions? Ouais. Ah, il y a 4 valeurs. La première, c'est people first, les gens d'abord. En gros, tout doit être drivé par la personne. Donc, on est en Hollande, en France et en Inde, et on a les mêmes valeurs sur les 4 pays depuis le premier jour. Hein. Les valeurs, ce ne sont pas des choses qu'on a décidées après un brainstorming de consultants chez nous. On a écrit les valeurs le jour où on a créé la boîte. Donc, people first, donc on doit respecter ça. Pas de compromis sur la qualité, notamment du code. Le partage de la connaissance, aussi bien en interne qu'en externe. Donc, et que ce soit chez Xebia ou que ce soit dans toutes les autres boîtes, il y a des journées de partage de la connaissance. Et la dernière chose, c'est l'intimité client. Alors ça, c'est pour expliquer le concept, on n'a pas de relation d'asservissement à nos clients. On a une relation d'égal à égal. Donc, on dit au client si notre consultant se fait chier en mission. On a le droit de le dire parce que lui, il y passe sa vie. On essaye autant que faire se peut que la mission évolue pour qu'elle devienne intéressante. On exige du client qu'il paye ses factures. On exige une éthique, la même éthique que nous on a envers lui. Et on peut se fâcher avec des clients. De toute façon, il y a suffisamment de clients. On est une petite boîte. Voilà. Donc c'est ces 4 valeurs-là et c'est ce qui nous drive tous les matins et on essaye de les respecter. Il y a toujours des entorses, hein. Bien sûr, il y a des gens qui font des trucs borderline, mais en général, ils sont recadrés par la collectivité des gens qui disent attention, là,
Là, il y a des rapages. Ouais. Ouais, on est placé qu'à Paris. On réfléchit à un truc qui s'appelle le cloud working, c'est-à-dire que j'ai pas envie de monter d'agence en province. Par contre, je pense que les compétences, elles sont partout en France. Il y a beaucoup de gens qui viennent de province ici. Et j'ai pas envie de faire un modèle rural shore où on embauche les gens en province parce qu'ils ont des salaires moins chers. Non, j'aimerais bien faire un modèle où on embauche les gens en province parce qu'ils sont super compétents, mais ils ont juste envie d'habiter à côté de la plage. Donc on pense à des modèles de cloud working où on va pouvoir... Aujourd'hui, notre activité, c'est 40 ou 45% de projets qui sont faits en studio chez nous. Et on pense au modèle où les gens vont pouvoir travailler de chez eux. Bon, avec quand même des présences physiques, c'est-à-dire au moins une synchro toutes les semaines au bureau et puis les journées de partage de la connaissance au bureau. Voilà. Mais je pense que c'est un modèle aujourd'hui qui est possible, qui est viable, qui n'était pas viable. Même les mentalités des clients commencent à évoluer là-dessus. À se dire, on ne va pas prendre un mec en province parce qu'il coûte moins cher, on va prendre un mec en province parce qu'il est bon. Ouais. Ouais, alors il y en a. C'est le manager, le consultant manager, donc qui est un geek comme les autres, qui fait les évals. Les évals, c'est beaucoup sur la contrib, la qualité du boulot. Donc les contribs, c'est nous, comme on veut être acteur de notre écosystème, on veut pas de gens spectateurs, on veut pas de gens passifs qui ne font rien, qui vont pas parler, qui vont pas écrire, qui vont pas explorer des technos, etc. Donc c'est une grosse partie de l'éval annuel. Et la deuxième autre partie, c'est simplement le job opérationnel au quotidien chez le client. Est-ce que notre client, il est content du job que fait cette personne-là chez le client? Voilà. Le reste, je crois que, enfin, je sais pas, il y a des Aurélien, non? C'est à peu près ça, non? Ça va. Comment? Principalement la contrib, hein, ouais, la contrib, parce qu'on veut des gens qui soient vraiment proactifs, qui prennent de l'initiative dans l'écosystème. C'est bon, il n'y a plus personne? Si. Ah. Non, non, non. Alors au début, ouais, vachement. Hein. Au début, quand on était deux, bon, je mentais, je disais qu'on était 100. Hein, et que j'allais à la Société Générale, on m'expliquait qu'il fallait être référencé. Et puis, pour être référencé, il fallait déjà bosser là-bas. Le truc un peu de fou, quoi. Et en fait, non, parce que... d'ailleurs, on se bat contre les référencements. C'est-à-dire qu'en général, on n'accepte pas d'être référencé chez nos clients. Sinon, on rentre dans des grilles tarifaires, des trucs où on n'est juste pas possible. Et non, on arrive à bosser dans à peu près toutes les boîtes du CAC 40. Mais encore une fois, c'est pas le client nous importe peu. On bosse moins avec le secteur public parce qu'ils sont moins agiles en général qu'ailleurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est plus le challenge de la mission, le fonctionnel, enfin le domaine métier et les technos envisagés que la grandeur du compte. On a bossé avec tout le monde, toutes les boîtes du CAC 40. Pour autant, c'est pas forcément ce qui on est fier de l'avoir fait, mais c'est pas la seule fierté. La fierté, c'est plutôt d'avoir mis en prod un site e-commerce machin bidule. Ça nous rend plus fiers que d'aller afficher tous les logos du CAC 40. Au début, c'était difficile. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Comment ? Non, on prend des projets dans des grands comptes. Hein. Encore une fois, l'IT est devenu stratégique pour toutes les boîtes. Encore une fois, vous êtes les maîtres du monde. Et aujourd'hui, les clients ont compris qu'il fallait investir de manière massive dans la qualité, dans le time to market, la qualité du software, du site web, peu importe quoi. Et donc, ils sont prêts à payer des projets complets qui nous sont confiés. Et en plus, eux-mêmes ont compris qu'il fallait procéder en méthodes agiles, c'est-à-dire que, en gros, ils savent pas trop où ils vont. Le domaine concurrentiel est fort. Le légal, la législation fait qu'on peut on peut avoir une contrainte réglementaire qui fait qu'on est obligé de changer de business model, où on a détecté un concurrent qui fait mieux, etc. Qui fait que même ces grands donneurs d'ordre-là, ils commandent aujourd'hui des projets clés en main en méthodes agiles avec les meilleures pratiques d'ingénierie logicielle. Et ça, c'est assez nouveau. Ça fait 3-4 ans que ça nous arrive. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'explosion un petit peu technologique, de mise en place de trop de technologies, pas forcément maîtrisées? Donc ça ne vous est pas déjà arrivé? Si. Vous avez des mécanismes de contre-mesure ou de...
Ouais, ouais. Nous, on prend tous les effets de mode. Hein, forcément, les consultants vont aller tester le dernier truc à la mode. Ça, c'est tout à fait normal. Hein, il faut tout pratiquer, tout tester. En interne, je trouve ça complètement normal. Par contre, aller repeindre du sol au plafond des stacks techno absolument pas secs chez un client pour qui le truc il est super stratégique, on essaye d'éviter quand même. Mais c'est déjà arrivé. Hein, c'est déjà arrivé où les mecs se font plaisir un petit peu trop. Il a fallu faire un petit peu un rollback parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Moi, j'ai vu un client qui a tout misé sur Scala pour trouver des compétences Scala sur le marché en France. C'est un peu touchy, quoi. Donc, il faut faire attention. On a des gens quand même, les managers sont des gens un petit peu plus expérimentés. Et puis, bon, le client non plus laisse pas faire n'importe quoi. Je vois rien avec le truc là. C'est bon ? Eh ben, merci beaucoup.